le son est magique. Grâce à lui, certains animaux voient et des aveugles parviennent à s'orienter. Le son peut être modifié pour améliorer la qualité de la musique. Il peut changer le goût de la nourriture, détruire des tumeurs et pourrait bientôt intervenir dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Enfin, il fait léviter des objets. Découvrez les propriétés extraordinaires et toute la magie du son. Regardez ces formes géométriques. Quand on demande aux gens d'expliquer ce qu'est le son, beaucoup le comparent à des ondulations à la surface d'un étang. C'est en fait une succession d'ondes de compression qui se propagent depuis une source. On peut représenter un son de façon graphique, mesurer sa hauteur et aussi son intensité. Mais rendre le son réellement visible est plus complexe. Le son interagit avec la matière de façon très surprenante. Et les découvertes récentes n'ont fait qu'épaissir un peu plus ce mystère. La cymatique est la science qui rend le son visible. Il suffit pour ça d'une plaque de métal qu'on saupoudre de sable. Le sable est réparti de façon anarchique. On ne reconnaît pas le moindre motif. Ensuite, avec un archet de violon, je vais jouer sur le bord de la plaque. Vous voyez apparaître un magnifique dessin d'étoiles. Ce motif, c'est le son rendu visible. C'est fabuleux. Et maintenant, regardez ce qui se passe quand on fait vibrer la plaque avec un piano électronique. Génial, non? Installé à Keswick, en Angleterre, John Stuart Reid est le co-inventeur d'un nouvel instrument baptisé le cimascope. Celui-ci convertit le son en images géométriques tridimensionnelles dans de l'eau. En compressant les molécules d'eau sous la surface, le son crée une sorte d'effet de lentille qui permet à la lumière de rebondir sur ces particules. On voit bien le motif qui se forme au centre. Maintenant, regardez ce qui se passe quand je plonge le doigt dans l'eau. Je brouille le motif en question. Il disparaît complètement. Mais quand je retire mon doigt, au bout de quelques secondes, la surface de l'eau se stabilise et le motif commence à réapparaître. C'est fascinant, n'est-ce pas? Ce qu'on entend là, c'est le chant d'une baleine à bosse. Les formes géométriques qui se dessinent sont d'une beauté captivante. Quand on examine d'autres images générées par le cimascope, on s'aperçoit que beaucoup ressemblent à des formes de vie marine primitives. Le cimascope nous permettra peut-être un jour de savoir s'il s'agit seulement d'une coïncidence extraordinaire ou d'un nouveau chapitre de la biologie évolutive. Au fil de l'évolution, le son est devenu un système d'alerte fondamental parce qu'on entend le danger avant de le voir. C'est ce qui évite à de nombreuses espèces de se faire dévorer. Le son agit comme un système de surveillance omnidirectionnelle. L'ouïe est le sens qui ne se repose jamais. Même quand on rêve, le cerveau écoute.
Quand on dort, on n'est pas réveillé par tous les sons. Supposons qu'on ait l'habitude d'entendre un bébé pleurer. C'est un son qui nous tirera du sommeil parce que notre cerveau a appris que nous devions y réagir. Donc, il nous parviendra malgré les défenses mises en place pour pouvoir dormir. Mais il arrive que le son nous joue des tours, qu'il se réverbère et renvoie un écho qui transforme les mots en une bouillie inintelligible. Trevor Cox gagne sa vie en résolvant ce type de problème. Je suis diplômé en physique, mais je suis aussi musicien. Pour moi, c'était le moyen de combiner mes deux passions. Trevor Cox enregistre des sons dans des lieux insolites, avec un appareil en forme de tête qui reproduit l'ouïe humaine. Je suis fasciné par la façon dont l'architecture transforme la musique, la modifie et l'embellit. Parfois, j'améliore la musique, et parfois, j'améliore des mots pour faciliter la communication. À l'hôtel de ville de Manchester, Trevor Cox nous explique pourquoi la réverbération brouille l'audition des sons. À l'intérieur d'un bâtiment, le son de ma voix parvient à mon auditeur après avoir rebondi sur le sol, les murs et le plafond. Chaque réflexion parvient à l'oreille avec un léger décalage. Ça amplifie le son de ma voix. C'est pour ça qu'il est très facile de projeter sa voix dans un lieu comme celui-ci. En revanche, ce n'est pas l'idéal pour prononcer un discours, parce que les mots se télescopent et se mélangent les uns aux autres. Le résultat n'est pas très intelligible. La meilleure illustration de ce phénomène se trouve à Pise, en Italie, non pas dans la célèbre tour penchée, mais dans le baptistère de Saint-Jean. Des chanteurs d'opéra font la démonstration de l'acoustique remarquable de ce monument en produisant des notes qui résonnent pendant si longtemps qu'ils peuvent chanter en harmonie avec eux-mêmes. Chaque note résonne pendant pas moins de 9 secondes. L'intérêt d'une bonne acoustique ne se limite pas au monde du spectacle. Dans une gare, si les annonces sont incompréhensibles, les voyageurs risquent de rater leur train, bien sûr. Mais il y a plus grave. Quand il faut faire évacuer les lieux à cause d'un incendie ou d'une alerte à la bombe, il faut que les annonces soient parfaitement audibles. Les ingénieurs acoustiques qui travaillent dans ce studio à Manchester sont capables de nettoyer le son en créant un modèle informatique de la gare, puis en réglant le système de sonorisation ou en modifiant l'acoustique de l'édifice. On utilise des haut-parleurs directionnels dirigés vers les voyageurs et non vers les surfaces réfléchissantes du bâtiment. On peut aussi recouvrir tout le mur d'un matériau absorbant acoustique. Le train à l'approche voie 2 partira pour Milan à 9h26. Les voyageurs à destination de Milan sont priés de se diriger. En se plaçant au point d'écoute idéal de ce laboratoire, un concepteur de théâtre ou de salle de concert peut se faire une idée de l'acoustique du bâtiment avant sa construction et la comparer avec celle des meilleures salles du monde. Je vous emmène au Symphony Hall de Boston, aux États-Unis. Mary had a little lamb. His fleece was white as snow. And everywhere that Mary... Le secret du son quasiment parfait du Symphony Hall repose sur une équation mathématique énoncée par le physicien Wallace Sabine à Harvard dans les années 1890. À l'aide de grandes orgues et d'un chronomètre,
Wallace Sabine avait effectué des milliers de mesures afin de calculer le rapport idéal entre le volume d'une salle et le coefficient d'absorption acoustique du matériau qui recouvrait les murs. Avec un temps de réverbération de 1 seconde 9, le Symphony Hall est considéré aujourd'hui comme l'une des meilleures salles de concert du monde. C'est grâce à un logiciel qui utilise cette même équation que 2 ingénieurs acoustiques, Ping Cheng et Gary Mack, peuvent améliorer le son de cette salle de spectacle. Ils mesurent tout d'abord le temps que met le son pour se réverbérer sur les murs et le plafond, en gardant à l'esprit les délais idéaux pour la voix et pour la musique. Puis, ils créent un modèle informatique de cette simulation acoustique, ce qu'on appelle une oralisation. Les murs du fond, sous le balcon, sont ceux qui vont renvoyer la réverbération la plus longue. Ce procédé leur permet d'adapter le rendu sonore de la salle en fonction de son utilisation. Ces panneaux acoustiques sont rétractables. Pour un discours, on les laisse sortis, mais pour un concert, on les rétracte parce que la musique nécessite une réverbération latérale. Il faudrait baisser encore les panneaux réflecteurs. En quelques minutes, un ensemble de panneaux mobiles convertissent la scène du théâtre en auditorium. L'espace a exactement l'acoustique qu'il doit avoir. Chacun d'entre nous réagit de façon différente au son ou au bruit. Cela dépend en grande partie de notre personnalité et de la provenance des sons en question. En général, les sons produits dans la nature, même s'ils sont forts, sont perçus comme moins désagréables que ceux de la vie moderne. Mais à quel moment l'intensité d'un son devient-elle insupportable ? Un sonomètre mesure le niveau de pression acoustique. Celui d'une conversation normale tourne autour de 60 décibels. L'échelle étant logarithmique, un niveau de 70 dB est 2 fois plus fort. À partir de 85 dB, le port d'une protection est recommandé. Au-delà de 90 dB, le son est nocif et une exposition prolongée peut entraîner une perte d'audition. Au-delà de 125 dB, il est douloureux. Un bruit fort provoque une réaction de défense ou de fuite. Et un environnement bruyant peut générer du stress, de l'angoisse, une accélération du rythme cardiaque, des insomnies, un état de fatigue et une dégradation des rapports sociaux. Hélène Poliakoff est psychologue à l'université de Manchester. Elle a étudié l'influence du son sur le goût de la nourriture. Cette expérience portait sur des aliments salés et sucrés. On a demandé aux participants de porter un casque audio. Pour le premier test, il n'y avait aucun bruit. Pour le second, on avait un bruit faible, de 45 à 55 décibels. Et pour le troisième, un bruit fort, de 75 à 85 décibels. Les participants devaient fermer les yeux pour ne pas voir quel aliment on plaçait devant eux. Ils le prenaient et le mangeaient. Il s'est avéré que la nourriture leur semblait moins sucrée ou moins salée quand il y avait un bruit de fond. Cela pourrait expliquer pourquoi, en avion, les plats nous paraissent souvent fades. Un bruit de fond élevé, ce qu'on appelle un bruit blanc, empêcherait donc le cerveau de traiter de façon aussi complète les autres données sensorielles. Un bruit blanc nous distrait et fait obstacle à l'analyse correcte du goût des aliments. Le goût paraît moins marqué parce qu'on est moins attentif.
Dans les grandes villes du monde entier, le volume sonore change constamment. Les sons qui étaient autrefois très audibles sont aujourd'hui noyés dans le vacarme des bruits urbains. Il est magnifique ce son en plein cœur de Vancouver. Barry Truax est professeur émérite de communication acoustique à l'université Simon Fraser. Pour lui, il est tout aussi important de préserver les sons emblématiques ou monuments sonores de la ville que ses monuments visuels. Avec une équipe de chercheurs, il a donc décidé de mesurer jusqu'où on entendait encore les cloches de la cathédrale du Saint-Rosaire. Il craint que le grondement de la circulation ne noie complètement les sons historiques de la ville. Ça remonte au début des années 1970, avec le projet mondial d'environnement sonore. Le compositeur canadien Raymond Murray Schafer, qui enseignait à l'université Simon Fraser, s'est dit qu'au lieu d'être contre le bruit, ce serait nettement plus positif de créer un paysage sonore. Un paysage dans lequel les signaux acoustiques deviendraient des monuments. On s'est d'abord demandé lequel serait le plus représentatif. Le voici. C'est un des monuments sonores les plus caractéristiques du Canada. Les 4 premières notes de l'hymne national. Depuis près de 50 ans, ce son fait partie du paysage sonore de Vancouver. Et c'est celui qu'on associe le plus à cette ville. Avec son projet mondial d'environnement sonore, Murray Schafer a créé une nouvelle discipline appelée écologie acoustique. C'est essentiellement de l'ethnographie orale. On étudie la société à la manière d'un anthropologue, sauf qu'on travaille avec ses oreilles et non avec ses yeux. Autrefois, on entendait ces cloches depuis n'importe quel endroit de la ville. Aujourd'hui, même si on écoute attentivement et qu'on peut encore distinguer le clocher, dès qu'on s'éloigne de quelques rues, on n'entend plus les cloches. Et voilà la différence entre le monde acoustique et le monde mécanique. On n'est qu'à quelques rues. Il y a 100 ans, les habitants de Hillcrest et du sud de Vancouver entendaient les cloches de la cathédrale du Saint-Rosaire. Vous savez la distance que ça fait? Mais il y a un siècle, la cathédrale était l'un des bâtiments les plus hauts de la ville. Aujourd'hui, elle est perdue dans une forêt de béton. Si les cloches pouvaient être entendues jusqu'à Hillcrest, à près de 4 km de là, cela signifie que le profil acoustique des cloches représente désormais moins d'1 dixième de ce qu'il était. Mais ce n'est là qu'une facette de l'histoire de la ville. Les bruits des rues de Vancouver étaient radicalement différents il y a une centaine d'années. Les rares films de l'époque, tournés depuis un tram, sont muets. Mais grâce aux techniques modernes de bruitage, il est possible de se faire une idée des bruits de la ville en 1906, quand les cloches venaient d'être installées. Je voudrais que les spectateurs rentrent dans la scène et qu'ils la vivent. Pour ça, je me suis dit qu'on devait regarder l'endroit où on se trouvait et entendre les bruits correspondants. Là, on n'est qu'à 2 pâtés de maison de la cathédrale du Saint-Rosaire et de ses cloches. Vous pouvez les ajouter? Bien sûr. Oui, parfait. Tous les autres sons passent au second plan. Le bruit de la circulation n'était pas aussi omniprésent, c'était à une échelle humaine. Quand on voit les gens traverser en courant, on se dit que ça devait être dangereux. Autrement dit, ils comptaient sur leurs oreilles autant que sur leurs yeux pour savoir ce qui se passait. Les sons sont clairs et distincts, et aucun ne domine les autres, comme c'est le cas de nos jours. D'après Barry Truax, même si les grandes agglomérations ont toujours été bruyantes, à l'époque, le bruit était parfaitement supportable.
Il suffit de se promener dans Venise pour retrouver l'ambiance sonore de nos villes avant la révolution industrielle. Dès qu'on quitte les grandes artères desservies par les vaporettos pour emprunter les plus petits canaux, on entend le monde tel qu'il était avant l'invention du moteur à combustion interne. Au lieu du bruit des moteurs essence et diesel, on entend celui des voix et des pas. Ici aussi, certains sons jouaient un rôle inattendu dans la vie quotidienne des habitants. En fait, les gens écoutaient sans arrêt leur ville. On a été surpris d'apprendre qu'ils étaient très attentifs et que la ville leur parlait par bien des manières. Neil Atkinson est fasciné par la façon dont les sons et les bruits rythmaient la journée de travail. Bien avant la radio, la télévision, l'Internet, et même avant la construction du Saint-Rosaire à Vancouver, les cloches étaient un moyen essentiel de communication. Les gens n'ayant pas de montre, c'était elles qui réglaient leur journée, d'autant qu'elles n'indiquaient pas uniquement l'heure des services religieux. Par exemple, la plus grosse cloche du campanile, la marangona, signifiait aux ouvriers qu'ils devaient se rendre à l'arsenal. Pendant la journée, d'autres cloches sonnaient pour convoquer les magistrats aux assemblées et les avocats et les juristes au tribunal. Quand elles avaient fini de sonner, tout le monde devait être arrivé. Le quotidien de la ville était donc réglé selon une chorégraphie acoustique. On observait la même chose dans d'autres cités de la Renaissance, comme Florence. Ici, le premier hôtel de la ville, le Palazzo Vecchio, possédait sa propre cloche qui rivalisait avec celle de la cathédrale. Cette cloche devait être la plus grosse et la plus sonore, et être au sommet d'une tour assez haute pour asseoir la légitimité et l'autorité du gouvernement. Celui-ci tentait ainsi de s'immiscer acoustiquement dans des sons émis par l'Église catholique depuis des siècles. Le gouvernement et l'Église n'étaient pas les seuls à vouloir s'assurer la maîtrise des sons de la ville. En 1378, des ouvriers qui travaillaient dans la production de la laine et qui utilisaient des métiers à tisser semblables à ceux-ci se révoltent et prennent le contrôle des cloches. En quelques minutes, les cloches de 8 campaniles dans la périphérie de Florence sonnent afin de coordonner une des premières, sinon la première révolte ouvrière couronnée de succès en Europe. Au son des volées de cloches, 10 000 ouvriers envahissent la place devant le Palazzo Vecchio afin de faire entendre leur voix. C'est exactement ce qui s'est passé place Tahrir en 2011, quand les Égyptiens se sont rassemblés, faisant du bruit et refusant de vider les lieux. Les cloches, c'était un peu les réseaux sociaux de l'époque. Le vacarme de la foule a retenti dans tout le Palazzo Vecchio, si bien que le gouvernement a fini par céder. Ses membres sont descendus sur la place pour remettre aux ouvriers les clés du palais et sont rentrés chez eux. Le peuple avait gagné. Le bruit est inhérent à presque toutes les activités humaines. Le silence ou l'emploi de technologies plus silencieuses sont devenus très précieux dans nos villes trop bruyantes. De loin, on ne nous entend pas et on ne nous sent pas. À Vancouver, Sheldon Rideout a fondé une entreprise paysagiste qui n'utilise aucun outil à essence. Avant, avec les moteurs de temps, on était couvert de substances toxiques et on travaillait dans un vacarme permanent. Aujourd'hui, on est juste couvert de poussière. Au début, les employés de son entreprise faisaient tout manuellement. Puis, les technologies ont évolué. Nos outils fonctionnent avec une batterie au lithium. C'est un peu la version Tesla du matériel de jardinage. Certes, ils ne sont pas totalement silencieux, mais ils font moitié moins de bruit que des outils à essence. J'entendais régulièrement « On en a marre du bruit et de l'odeur de l'essence. On en a marre que notre journée soit gâchée dès qu'une entreprise de jardinage arrive. » On ne peut pas supprimer complètement le bruit, mais en le réduisant, on fait baisser le niveau de stress.
C'est quelque chose qui touche tout le monde. Même si certains disent « je suis habitué, ça ne me gêne pas », ça a toujours des effets sur les plans physiques et psychologiques, mais aussi sur le plan de la communication. Très souvent, la qualité de vie dépend du paysage sonore. Imaginez que le son soit votre meilleur outil pour trouver à manger. Votre principale méthode de survie. C'est le cas de ces chauves-souris appelées sérotines des maisons. Les chauves-souris sont des animaux extraordinaires qui font tout sans se servir de leurs yeux. James Simmons est professeur de biologie à Brown University, à Providence, dans le Rhode Island. Dans une pièce, il a installé un dédale de chêne en plastique. Avec l'aide de la chercheuse postdoctorale Kelsey Hom, il étudie la faculté des chauves-souris à s'orienter grâce au son. Son but, améliorer l'orientation par écholocation chez l'homme. Dans la nature, les chauves-souris n'ont aucun mal à se diriger entre les branches et les feuilles, tout en chassant des insectes et en volant à plusieurs mètres par seconde. Filmée par une caméra haute vitesse, l'expérience simule le milieu naturel de ces petits mammifères. On a reproduit la végétation en suspendant des chaînes en plastique noir au plafond. Sur le plan acoustique, le résultat est très similaire à un enchevêtrement de branches. Les sons émis par les chauves-souris ne rentrent pas dans la gamme des fréquences audibles par l'oreille humaine. James Simmons utilise donc un détecteur d'ultrasons pour convertir ce signal en une fréquence audible. Il s'intéresse à la façon dont le cerveau de l'animal traite les signaux sonores et effectue des calculs mathématiques complexes extrêmement rapidement. La chauve-souris émet des sons et son cerveau fait des calculs hyper rapides basés sur le temps que met l'écho d'objets éloignés à lui parvenir. Or, ce sonar est capable d'effectuer ces mesures si rapidement que l'animal voit ces objets avant d'émettre le son suivant. Nos ordinateurs numériques ne sont pas assez puissants pour ça. James Simmons a ainsi découvert qu'à partir des échos reçus par leur sonar, les chauves-souris étaient capables de visualiser des images en 3 dimensions. Quand on voit un objet, on distingue sa couleur, sa texture et bien d'autres détails. Mais l'image sonore d'un insecte que la chauve-souris reçoit est réduite à 3 ou 4 parties du corps. Le son émis en direction de l'insecte rebondit sur les parties de son corps et renvoie plusieurs échos. Or, quand elle chasse, la chauve-souris vole selon une trajectoire courbe. Ainsi, à chaque fois qu'elle émet un signal, elle obtient une image sous un angle légèrement différent. De ce fait, elle perçoit les éléments du corps de l'insecte en 3 dimensions. Les chauves-souris voient avec le son. Certains humains sont capables des mêmes prouesses. Il y a un arbre là. Je vais tourner ici. À l'âge de 13 mois, Daniel Kish a perdu la vue à cause d'un rétinoblastome, une tumeur de la rétine. Instinctivement, il s'est mis à claquer de la langue afin de s'orienter grâce à l'écho, comme les chauves-souris. Ce n'est pas avec sa canne, mais avec sa bouche qu'il émet les clics que vous entendez. Après un grand espace ouvert, mais on approche d'une construction. Il appelle cette forme d'écholocation le flash sonar. Et c'est comme ça qu'il se dirige sans rien voir. Je n'étais pas conscient de ce que je faisais. C'est simplement la conséquence de ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant. J'obtiens une image à 360 degrés. Le toit au-dessus de nous n'est pas plein. Il y a des espaces d'ouverture, comme s'il y avait des lattes. Ce que je vois m'apparaît comme des formes géométriques floues, des images mouvantes, dynamiques. Elles ont une profondeur, un contour, une consistance, et elles me renseignent sur l'emplacement d'un objet ou sa densité. J'entends aussi ce qu'il y a au coin d'une rue ou à travers des objets. Le son est omniprésent. J'ai été élevé dans l'idée que je n'avais rien d'extraordinaire.
Mes parents ont toujours insisté sur le fait que j'étais un enfant comme les autres. Daniel apprend à faire du vélo à 6 ans. J'ai appris à cliquer comme un fou pour pouvoir faire du vélo dans le quartier. Quand je rentrais dans un poteau, mes parents n'en faisaient pas un drame. Ce n'était pas marrant comme expérience. Mais s'ils ne m'avaient pas laissé faire, là, ça aurait été une catastrophe. Montrer qu'il peut rouler à vélo est devenu pour lui une façon de sensibiliser le grand public au fait que le cerveau s'adapte et que les individus sont capables de faire bien plus de choses qu'ils ne le pensent. Il y a 15 ans, on n'en parlait pas. Vous allez fermer les yeux quelques instants et je vais vous apprendre ce qu'est l'écholocation. Mais aujourd'hui, des scientifiques étudient cette méthode. Des instructeurs veulent s'y former et des aveugles veulent l'apprendre. Être capable de se déplacer dans n'importe quel environnement et dans n'importe quelle circonstance est vital. Rien n'est plus important que de jouir de cette liberté. Nous avons demandé à Daniel de dessiner de mémoire l'image mentale de la pergola qu'il a obtenue par écholocation. Là, une ligne pointillée. Il n'était jamais venu ici avant aujourd'hui. Ensuite, il y avait une autre colonne ici. Mon talent de dessinateur est mis à rude épreuve. C'est fini. La précision de son image mentale est étonnante. Ça prouve que le cerveau traite les informations qu'il reçoit. Sauf qu'on utilise le son et non la lumière pour créer des images. Alors, j'avais raison pour le toit. Cela prouve aussi que l'homme peut voir grâce au son comme les chauves-souris. Mais ces dernières ont un avantage sur lui. Les bruits parasites ne les gênent pas. À Brown University, le professeur Simmons nous explique que ces petits mammifères vivent dans un monde très bruyant. Le niveau sonore de leur sonar tourne autour de 120-130 décibels. Quand une cinquantaine d'entre elles volent dans le même espace, elles sont exposées à un bruit très fort. Pourtant, elles ne semblent pas souffrir de la moindre perte d'audition, contrairement à ce qui se passe pour les humains. D'où l'intérêt de découvrir comment elles se protègent. Chez l'homme, il peut arriver que des bruits intenses provoquent des dégâts irréversibles à l'oreille interne. Les cellules ciliées de la cochlée convertissent les ondes sonores en signaux électriques que le cerveau interprète. Les cellules les plus susceptibles d'être détruites par une exposition au bruit sont celles qui font office d'amplificateurs des sons faibles. Quand on souffre d'une perte d'audition, les cellules ciliées externes de la cochlée sont endommagées. Le son n'est plus amplifié. C'est comme si le bouton qui permet de monter le volume sur une chaîne stéréo était cassé. Mais la perte d'audition liée à une exposition au bruit n'est qu'une partie du problème. Lorsque nous vieillissons, le cerveau traite les informations auditives beaucoup moins rapidement. Il devient plus difficile de comprendre ce que les autres disent. Ce n'est donc pas uniquement une question de volume. Notre appareil auditif est capable de repérer les micro-intervalles dans un discours. Prenons un exemple simple, say et stay. La différence entre les deux est l'intervalle infime qui se produit au moment où le T est prononcé. Voici les résultats d'électroencéphalogramme. À droite, il y a un intervalle de 16 millisecondes sur le T de stay, le temps qu'il faut au cerveau pour traiter le son. Dans le cas d'une perte d'audition liée à l'âge, ces intervalles sont plus difficiles à détecter. Résultat, les T et d'autres consonnes sont brouillées. On distingue bien les voyelles A, E, I, O, U, mais pas les consonnes qui sont avant et après. À l'Université de Floride du Sud, à Tampa,
des chercheurs effectuent des essais sur un nouveau médicament. Une étude menée d'abord sur des souris a démontré qu'il améliorait la perception du son par la stimulation de canaux nerveux dans le cerveau. Ces petits canaux transportent du potassium. Le fonctionnement des cellules nerveuses repose sur la bonne concentration de cet élément. Le médicament ouvre les canaux potassiques qui participent au traitement des signaux sonores. Avec l'âge, le nombre de ces canaux diminue. Ce médicament renforcera l'efficacité de ceux qui restent. On va procéder à un électroencéphalogramme. Après le succès des essais effectués sur des souris, la FDA, l'administration américaine des aliments et des médicaments, a autorisé les essais cliniques de phase 2 sur l'homme. On pose un casque à électrode sur le patient, puis on va lui faire écouter différents sons afin d'établir ce qui change dans le traitement central des informations auditives. Les scientifiques sélectionnent des candidats pour les essais cliniques. Ils cherchent des patients qui ont du mal à détecter les intervalles de son, à entendre les consonnes et comprendre les mots, en particulier dans un environnement bruyant. Dès que vous entendez un bip aigu, je voudrais que vous appuyiez sur la barre d'espacement, d'accord? Le médicament est censé rendre les mots plus intelligibles, pas plus audibles. Ce serait une grande réussite si on parvenait à améliorer leur capacité à entendre une conversation, surtout quand il y a un fort bruit de fond. Ainsi, une pilule pourrait peut-être bientôt corriger la perte d'audition. L'avenir du son lui-même semble relever de la magie. Des scientifiques ont réussi à faire léviter des objets placés au centre d'un ensemble de 4 haut-parleurs, disposés face à face par paires. Ce dispositif permet de créer ce qu'on appelle des ondes stationnaires, qui maintiennent ces objets en l'air. Cette découverte pourrait avoir des applications aussi diverses que les graphiques flottants en 3D, la microgravité et la recherche pharmaceutique. Le son a déjà révolutionné la médecine depuis que des chercheurs du Brigham and Women's Hospital de Boston ont couplé un IRM à un appareil à ultrasons. Toutes les femmes enceintes connaissent au moins une des applications de l'imagerie par ultrasons, l'échographie. Mais cette équipe se sert du son pour brûler des tumeurs. C'est une forme remarquable de chirurgie non invasive. Bien, nous allons entamer la procédure sur votre fibrome utérin. On focalise le faisceau d'ultrasons sur les tissus de la même façon qu'on concentre les rayons du soleil avec une loupe. Les ondes sonores provoquent alors une vibration localisée des molécules tissulaires. À son tour, la vibration entraîne un échauffement qui détruit les cellules de la zone ciblée. La thermométrie est ici un facteur essentiel et l'IRM est le seul appareil d'imagerie qui permette un contrôle aussi précis. Les changements d'intensité du signal sont visibles en temps réel. Cette zone est devenue blanche. Ça m'indique que c'est à cet endroit du fibrome que l'énergie est concentrée. Dès qu'on dépasse le seuil de 55 degrés, les cellules sont détruites. L'utilisation de faisceaux d'ultrasons contrôlés par IRM peut également soulager la douleur dans les cas de cancer des os. Et les chercheurs effectuent actuellement des essais cliniques, entre autres sur les cancers de la prostate et du sein. L'essai clinique le plus prometteur pour l'instant est celui mené pour arrêter les tremblements incontrôlés. C'est-à-dire quand les patients tremblent comme ceci. De fait, ils sont incapables d'écrire ou de manger seuls. En ciblant la zone concernée du cerveau, cette technique stoppe immédiatement les tremblements. On peut donc approcher de la tête du patient un transducteur, grâce auquel les ultrasons pénètrent dans le cerveau de manière non invasive. Cela va permettre des applications passionnantes. À Brisbane, en Australie, on teste une autre forme d'ultrason dans le cadre du traitement de la maladie d'Alzheimer. Jürgen Goetz et Gerhard Leinenga ont conçu une expérience sur des souris nées avec une mutation génétique qui entraîne une production de plaques séniles, caractéristique de la maladie d'Alzheimer. Les souris étant des animaux naturellement curieux, les souris normales explorent les 3 branches de ce labyrinthe en Y. En revanche,
celles atteintes de la maladie d'Alzheimer ne se rappellent pas par quels endroits elles sont déjà passées et ont tendance à explorer inlassablement la même zone. Des pulsations ultrasonores ouvrent délicatement une brèche dans la barrière qui protège le cerveau contre les infections. Cela permet à une protéine du sang de stimuler les cellules du système immunitaire qui vont alors éliminer les dépôts de plaques séniles. Comme on envoie des ultrasons sous forme de pulsations, les tissus ne sont pas chauffés. Quand on les remet dans le labyrinthe en Y, les souris qui ont été traitées l'explorent entièrement, comme les souris saines. On a constaté qu'il y avait eu une restauration de la fonction mémorielle et qu'on retrouve le même niveau que chez les souris qui ne souffrent pas de la maladie d'Alzheimer. J'ai donc bon espoir qu'on puisse bientôt utiliser cette thérapie pour l'homme. Des sons que nous ne pouvons pas percevoir peuvent donc guérir certains symptômes. Quant aux sons que nous pouvons entendre, ils ont structuré notre histoire. Ils peuvent introduire un élément d'harmonie dans notre architecture, nous aider à nous orienter dans le monde et dessiner des motifs géométriques fascinants qui recèlent peut-être la clé de nombreux mystères. La magie du son, c'est tout cela.